Aujourd'hui, je reçois un homme qui consacre sa vie à l'observation et à la protection des loups depuis plus de 3 décennies. Explorateur, conférencier et défenseur de la faune sauvage, Monsieur Benoît Ayotte a parcouru les vastes territoires du Québec et du Labrador pour mieux comprendre cet animal aussi fascinant que méconnu. Avec lui, nous parlerons des mythes entourant le loup, des enjeux de conservation, de ses expéditions en pleine nature et de ce que cette relation unique avec le monde sauvage lui a appris sur notre propre société. Alors, bienvenue, Monsieur Benoît Ayotte. Merci de m'accueillir, Papa Moussa. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. D'accord, parfait. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous avez passé plus de 3 décennies de votre vie à observer, à explorer vraiment le milieu sauvage des loups. Alors, votre relation avec les loups depuis plus de 30 ans, qu'est-ce qui vous a vraiment fasciné avec cet animal aussi vraiment, disons, exceptionnel? Oui, c'est sûr que c'est un animal exceptionnel. En tout cas, du moins pour moi. Ouais. Ça dépend des opinions. Il y en a qui le détestent, d'autres qui se passionnent pour lui. Moi, je me passionne pour cet animal-là. J'ai toujours eu un préjugé favorable pour le loup. Moi, je suis né ici, dans la région. Et puis, quand j'étais enfant, j'entendais différentes choses sur le loup. Je ne pouvais pas l'exprimer, mais je n'étais pas d'accord avec ce que j'entendais des gens. Les gens, c'était toujours de tirer les loups, le loup est méchant, tout ça. Pas dans ma famille, mais de ce que j'entendais en dehors de la famille. Jusqu'à temps qu'à l'âge de 12 ans, je rencontre mes premiers loups. En février, il était sur la rivière et puis je rentrais chez nous, il était peut-être 10 heures le soir et j'ai entendu la meute hurler. Et là, ça a été vraiment l'élément déclencheur à l'âge de 12 ans. Le lendemain, je chaussais mes raquettes et puis j'allais sur la rivière, je les ai pistés toute la journée. Puis ça a été le début de l'aventure, qui aujourd'hui, j'ai 66 ans et qui dure depuis toutes ces années. D'accord. Et dans un article que vous m'avez envoyé, voilà, quand on discutait, là, quand on préparait l'émission, vous dites, je cite, le prédateur le plus féroce n'est pas le loup, mais bel et bien l'homme. Alors, oui, c'est indiscutable pour moi. C'est prouvé scientifiquement. Okay. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec ce fait scientifique-là, c'est seulement qui manque de connaissances ou manque de bonne volonté. L'animal le plus dangereux sur la planète, ça demeure l'être humain. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est prouvé. Il y a combien... si on fait la somme ce qu'on appelle les grands prédateurs, lions, crocodiles, hippopotames, loups, ours, peu importe, et puis qu'on fait le total des attaques mortelles, on arrive à quelques centaines, même pas 1 millier de morts par année. Et si on regarde les homicides, à l'exception des guerres, on est dans des centaines de milliers par année entre nous. Alors, le calcul est assez simple. L'espèce la plus dangereuse, c'est nous. On a juste à regarder ce qu'on fait, notre rapport avec les animaux sauvages, notre rapport avec la nature. Le constat est facile. On est 8 milliards de personnes. Au niveau de la biodiversité aujourd'hui, 96 % de la biodiversité est représentée par l'être humain et les animaux avec lesquels on est dépendant pour notre nourriture. Ça veut dire les animaux d'élevage. Alors, il reste 4 % de biodiversité en 2026, au moment où on se parle, ou que c'est la faune sauvage. Et d'année en année, les nouvelles sont toujours mauvaises. On continue d'occuper le territoire et comme si on était les seuls habitants de la planète. Alors oui, l'animal le plus dangereux, ça demeure l'homme. D'accord. Alors, vous avez passé des milliers d'heures sur le terrain, notamment au Labrador. Pouvez-vous nous raconter une rencontre avec un loup qui a complètement changé votre compréhension de cet animal? Toutes mes rencontres avec les loups ont été extraordinaires et demeurent uniques pour moi. Moi, j'ai une façon très traditionnelle d'approcher les loups.
qui demandent beaucoup, beaucoup de temps, sans moyens technologiques. Alors, je vais sur le terrain et puis ce que j'appelle pister les loups avec les indices de présence sur le terrain. Il faut occuper le territoire. Puis, mais c'est toutes des rencontres spéciales et uniques. Moi, il me donne des émotions très intenses quand je suis avec les loups. Et partager le territoire avec eux, c'est magnifique, là. D'accord. Alors, plusieurs mythes persistent autour du loup. Selon vous, quels sont les principales fausses idées, voilà, qui sont très répandues au niveau de la société et voilà, qui sont vraiment, en fait, qui ne tiennent pas debout? Bien, il y en a plusieurs, hein, et puis c'est très curieux. Quand on regarde l'histoire de la relation entre l'homme et le loup, à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs, notre relation avec le loup était très harmonieuse, était même fraternelle. Dans toute l'histoire, on regarde les contacts qu'on avait avec les loups très respectueux parce qu'on vivait en clans familiaux, on vivait pratiquement de la même façon. Où notre image a commencé à changer, notre rapport a commencé à changer avec le loup, c'est au début de la domestication, quand on est devenu des semi-nomades ou semi-sédentaires avec l'avènement de l'agriculture. Et puis là, l'ami d'hier est devenu l'ennemi d'aujourd'hui. Et ça s'est transformé dans toutes les cultures, toutes cultures confondues, sur tous les continents. Parce que le loup, c'était l'espèce, pas la plus nombreuse, mais l'espèce la plus répandue comme mammifère sur la planète. On le retrouvait partout. Aujourd'hui, ces territoires initiaux ont graduellement disparu. Mais les mythes, souvent, c'est relié soit à des croyances, religion, ignorance, intolérance, et c'est toujours la facilité. Dans nos cultures... souvent, on a un problème et au lieu de s'asseoir et de réfléchir, on va prendre la solution la plus facile. Et la solution la plus facile en ce qui concerne le loup, c'est pas moi qui le dis. Tous les faits historiques sont là. On prend l'arme à feu et puis on règle le problème. En pensant qu'on règle le problème, on ne règle rien du tout. D'accord. Et dans un contexte où la conservation et la biodiversité occupent une place croissante dans le débat public, quel rôle joue le loup dans l'équilibre de l'écosystème nordique? Le loup est la preuve évidente. Quand le loup occupe un territoire, c'est que notre territoire est en santé. Ça veut dire à partir des enzymes dans le sol, à partir des champignons du sol, jusqu'au dernier échelon qui se trouve avec le loup parce que c'est un des grands prédateurs. Ça veut dire que notre environnement est sain et qu'on a un ensemble de la biodiversité qui est saine et en santé. Le loup représente, pas seulement les loups, tous les grands prédateurs dans un écosystème représentent une belle biodiversité, une biodiversité complète. D'accord. Vos expéditions vous ont amené à observer non seulement les loups, comme je l'ai dit, mais aussi les transformations du territoire. Alors, quels changements environnementaux avez-vous constatés au fil des décennies? Moi, je peux le dire, je cours les bois depuis que je suis adolescent, même dans mon enfance, mais avec mes parents, mais de façon autonome depuis mon adolescence. Et je vois, c'est la détérioration des habitats. Alors, les coupes forestières font très mal. Il y a une surexploitation de la forêt au Québec depuis, mon Dieu, depuis toujours. Ça coupe partout. Il y a une multiplication des routes forestières, une accessibilité au territoire. Ça veut dire que quand on rouvre des territoires, ça veut dire que l'homme peut y aller. Et puis quand l'homme y va, moi j'ai eu des territoires qui c'était vierge, il n'y avait pas de route. On se rendait à pied, à carte et boussole. Aujourd'hui, il y a des routes et puis il n'y a plus rien. Moi, je pouvais avoir plusieurs jours il y avait les meutes de loups, une meute de loups qui occupait le territoire. On voyait des ours, on voyait des orignaux. Je pouvais avoir 40, 50 lièvres par jour. Des renards. On faisait du canot d'importage. Il y avait de la loutre, des remusqués. Aujourd'hui, essayez de trouver un trajet de canot qui va vous amener ça. Il n'y en a plus. C'est la surexploitation des ressources, mais la première, c'est vraiment la forêt. D'accord.
Il y a une surexploitation de la forêt au Québec depuis plusieurs décennies. Ok, parfait. Alors, vous avez navigué entre la science, la sensibilisation du public et aussi les débats publics autour de la gestion de la faune. Alors, quels sont aujourd'hui les défis pour la protection des loups au Québec et au Canada? Le problème, c'est toujours le même, c'est la protection des habitats. Comme c'est une espèce qui a besoin de grandes étendues sauvages, alors si on regarde juste la situation au Québec, c'est très difficile de conserver le loup. Mais selon les vues des biologistes qui travaillent pour le ministère, pas des biologistes en général, mais spécifiquement les biologistes qui travaillent au ministère, eux autres disent qu'il n'y a aucun problème de gestion du loup au Québec parce qu'à tous les ans, ils se tuent entre 4 et 700 loups et qu'il n'y a aucun problème. Fait que pour eux, à partir de cette base-là, il n'y a pas de problème. Le loup n'est pas menacé. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces propos. Le loup, pour moi, il est en déclin. Il a toujours été en déclin. Et puis, j'entends des choses. Tu sais, je vais chez mon quincaillier, puis tu sais, le monde m'écrit « Hey, ayotte, 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 tes loups sont partout, tes loups sont partout. » Il y en a plein, le ZEC sont au nord, au sud. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les loups, ça peut avoir 300, 400, 500 km² de territoire. Fait que les loups que tu vois au nord de ton ZEC, de ta ZEC, c'est les mêmes loups que tu vois au sud. Mais tout le monde pense « Ah, mon Dieu, on est envahi de loups cette année. » Et c'est pas du tout le cas. D'accord. Parfait. À travers vos conférences, vos écrits, aussi votre expérience de terrain, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes générations voilà, à travers l'expérience que vous avez eu à accumuler au fil des décennies? Moi, ce que je souhaite aux jeunes générations, et puis pas juste aux jeunes, à tout le monde, c'est d'avoir de plus en plus de contacts avec la faune sauvage. Peu importe que ce soit des loups, des ours, des orignaux, et pas seulement dans une optique de chasse ou de prélèvement. D'établir vraiment des contacts d'observation. Et plus on observe les animaux dans leur cadre naturel, plus ça nous amène une énergie positive, je dirais même une énergie divine, sans tomber dans les croyances, mais il y a une énergie particulière avec les animaux, particulièrement les animaux sauvages. Et c'est ce que je souhaite aux jeunes qui puissent vivre les mêmes aventures que moi j'ai pu vivre, que ce soit au Labrador, dans le Grand Nord, aux États-Unis, en Europe, partout où je suis allé où il y avait des loups. D'accord. Alors, les technologies modernes comme le GPS, les drones, l'intelligence artificielle, etc., ont transformé vraiment la façon d'étudier la faune. Alors, comment ces outils ont transformé le travail des chercheurs et des observateurs comme vous, M. Ayotte? Moi, je n'utilise pas. Moi, même dans les années 80, j'avais de la difficulté à utiliser les 4 roues, l'avènement des 4 roues. Moi, j'ai toujours pisté de façon traditionnelle. Je m'en suis toujours fait une fierté. Quand je travaillais dans le parc de la Jacques-Cartier, on piégeait les loups au piège à pattes, on les piégeait vivants pour leur mettre des colliers émetteurs. Déjà là, j'aimais pas, je trouvais ça intrusif de prendre un animal puis d'y mettre un collier émetteur qu'on suivait avec en télémétrie. Mais je dois avouer que les nouvelles technologies facilitent grandement et améliorent la qualité des connaissances scientifiques qu'on acquiert, que les spécialistes acquièrent. Oui, c'est des outils qui sont essentiels, GPS, drone, le tractage par satellite, oui, c'est tous des avantages aujourd'hui qui vont aider. Mais le problème, ce n'est pas la science, le problème, ce n'est pas les connaissances, le problème, il est politique et social. Alors, tant que les gens ne manifesteront pas plus d'intérêt à la sauvegarde de la biodiversité, de la nature, on en parle beaucoup, les politiciens en parlent beaucoup, mais regardez concrètement, que ce soit au fédéral ou au provincial, regardez concrètement ce qui se fait
depuis des décennies. Et les politiciens, je n'ai pas peur de le dire, tous partis confondus, parlent, mais n'agissent pas. Alors, si j'ai faux, alors on ferait un constat aujourd'hui en 2026 où on pourrait dire, mon Dieu, on est fiers de la biodiversité, on est fiers. Ils vont parler de chiffres, ils vont parler d'intention, mais non, c'est sur le déclin tout le temps. Alors moi, le discours politique, je vais m'arrêter là parce que je suis assez sévère avec les politiciens. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème scientifique, ce n'est pas un problème d'acquisition de connaissances, c'est un problème politique et social. Alors, tant que les gens ne manifesteront pas plus d'intérêt envers les politiciens, qui ne mettront pas plus de pression, et les Québécois ne mettent pas beaucoup de pression, tout ce qui est au niveau de la gestion de la faune sauvage ne mettent pas beaucoup de pression. Au niveau de l'environnement, oui, mais au niveau de la protection de la faune sauvage, c'est assez plat au Québec. Et là, je suis poli. D'accord. C'est mon opinion personnelle. Ouais. Alors, ça n'engage personne d'autre que moi. Ouais. Bon, on est dans une société démocratique, quand même, voilà, où chacun est libre vraiment de dire son opinion. Oui, puis je suis prêt à confronter n'importe quel politicien sur cette question-là. D'accord. Alors, après plus de 3 décennies passées à côtoyer les loups, qu'est-ce que ces animaux, voilà, qu'est-ce que vraiment cette race d'animal vraiment vous a appris sur l'être humain et sur votre propre vision du monde, M. Ayotte? Eh mon Dieu, les loups m'ont apporté beaucoup dans ma vie, m'ont appris énormément de choses, juste à les observer et à vivre avec eux. C'est une espèce qui est dédiée à la famille. Une meute, c'est une famille. C'est pas plus compliqué que ça. Une meute, c'est pas un clan, c'est pas... c'est une cellule familiale qui essaie de survivre au mieux des éléments auxquels ils sont confrontés selon les saisons. Ils m'ont apporté beaucoup de paix et d'harmonie. Quand tu te ramasses à 2 heures du matin, puis tu es entouré de la meute, et puis ils sont à peu près à 2-3 mètres de toi, et puis là, ils s'éloignent, ils vont hurler, ils hurlent la nuit, tu les pistes quand ils font leur chasse. C'est un bien-être, pour moi, c'est un bien-être intérieur que ma propre espèce m'a jamais donné. À part quelques bons souvenirs d'enfance, là, je vous parle, moi, j'ai vécu ça adulte. Ils m'ont apaisé, puis ils m'ont amené une paix intérieure proche de, mon Dieu, c'est spirituel, c'est beaucoup spirituel. Moi, ils m'ont apporté beaucoup. Puis lorsque tu vis avec les loups, tu vis avec toutes les autres espèces. Alors, il n'y a pas seulement le monde du loup, tu as plein d'autres espèces autour. Quand j'étais dans le Nord, on avait les ours polaires, on avait les ours noirs, on avait les caribous. Plus au sud, l'orignal, chevreuil, castor. Moi, les loups m'ont donné beaucoup de bons moments et m'ont apaisé. Est-ce que j'aimais du loup au tout début, dans mes premières aventures? J'aimais le loup parce que le loup, il ne tolère pas la présence humaine. Le loup, pour des raisons que je peux comprendre, n'apprécie pas vraiment la présence des hommes. Fait que les loups sont toujours loin de nous. Aujourd'hui, bon, il y a de l'hybridation, c'est une autre sorte de chose, mais je te parle vraiment le loup, là, le 100% loup, là, comme dans le nord, au nord du 52e, ne tolère pas la présence de l'homme. C'est par méfiance ou... Bien, avec des millénaires de tyrannie envers l'espèce faite par nous. La prédation humaine. Un loup, surtout au sud du 52e, un loup qui va le loup vit dans un monde olfactif. Nous, on vit dans un monde visuel, fait qu'on peut se tromper beaucoup. Dans un monde olfactif, tu ne peux pas te tromper. Et puis, le loup, toutes ses mauvaises expériences, sans exception, sont reliées à l'odeur humaine. Un loup qui se fait tirer, un loup qui se fait prendre au piège à pattes, un loup qui se fait prendre au collet, un loup qui se fait courir en 4 roues, un loup qui se fait courir en auto, un loup qui se fait courir en skidoo, un loup qui se fait harceler en hélicoptère ou en Cessna. Toutes les mauvaises expériences du loup sont reliées à une odeur
Et c'est notre odeur. Alors, le loup n'aime pas l'homme. C'est danger. Le loup, lorsqu'il nous renifle, c'est danger, 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 danger. Mais quand tu vas dans le Grand Nord, où que le loup n'a jamais eu de mauvaise expérience ou n'a jamais rencontré l'homme, alors s'il n'a jamais reniflé l'odeur de l'homme et qu'il ne peut pas associer de mauvaises expériences, quand tu vas dans le Nord, c'est pour ça que j'adore le Nord, tu t'assis, les loups te sentent, zoup, puis c'est des habitats ouverts. Et là, ouais, voyons donc. Les loups viennent, puis ils t'approchent. Ils sont curieux. C'est une nouvelle odeur. Aucune mauvaise expérience associée à cette odeur-là. Fait qu'ils viennent proches. Ils viennent proches. Comme des chiens. Ils sont nerveux, ils sont peureux. Mais, pas peureux, mais méfiants. Mais si tu restes assez longtemps, ils vont venir te voir plusieurs fois par jour à ton campement. Tandis qu'ici, c'est très difficile. Moi, je l'ai fait, mais de nuit. Parce que de nuit, je ne peux pas vous expliquer comment, j'ai aucune explication, mais les mêmes loups, la même meute, la même journée, de jour, aussitôt qu'ils me voient, tout, ils sont disparus. Les mêmes loups, mais 10 heures plus tard, en pleine nuit, ils font des cercles autour de moi, puis sont à 2-3 mètres de moi. C'est les mêmes loups. Ils savent que je vis dans un monde visuel, et puis que... Mais je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça se sent. Mais des loups en plein jour, non, pas de contact. Des loups en pleine nuit, beaucoup plus facile. Moi, je m'étendais sur le sol avec mon sac à dos, mais on a toujours des bretelles, des sangles qui dépassent. Puis c'était des nuits sans lune. Fait qu'on fait ça avec notre main, puis on voit absolument rien. Et puis, le babysitter, le gardien ou gardienne des louveteaux, venait, puis les louveteaux essayaient de prendre mes sangles. Fait que moi, au son, j'essayais de les attraper avec ma main, mais ils étaient plus vite que moi. Fait que ça, on pouvait faire ça des heures, jusqu'à temps que le gardien ou la gardienne fasse un call, un appel, et puis là, oups! Puis là, les louveteaux partaient, et puis ça a été des belles... Mais tous mes contacts avec les loups, sans exception, ça a été merveilleux, merveilleux. Puis tu rencontres pas seulement des loups, tu rencontres des orignaux, tu rencontres des ours, et toutes les autres, c'est la belle vie. Ça a été du bon temps. Oui, ça a été vraiment du bon temps. D'accord. Alors, si vous pouviez vraiment amener tous les Québécois à vivre une seule expérience pour comprendre les loups, laquelle choisiriez-vous vraiment et pourquoi? Bien, pour moi, toutes les bonnes occasions de vivre avec des loups sauvages sont excellentes pour les gens en général. Que ce soit des hurlements en plein jour ou en pleine nuit, que ce soit des contacts visuels. Pour moi, toutes les expériences, pas seulement avec le loup, avec la faune sauvage, toutes les expériences de contact avec la faune sauvage est positive pour moi, pour l'être humain. Parce que plus on est touché, plus on a des rencontres intimes comme ça, entre guillemets, en dehors de zones contrôlées comme un zoo ou un parc, c'est merveilleux. Et puis, il y a vraiment une puissance qui vient nous chercher à l'intérieur, qui réveille le millénarisme qui est en nous. Et puis, c'est rafraîchissant. Et ça peut même réveiller des passions qu'on pensait même pas qu'on avait. D'accord. Fait que moi, je souhaite à tout le monde de vivre des belles expériences avec la faune québécoise qu'on a ici sur le territoire. D'accord. Monsieur Ayotte, l'émission tire à sa fin. C'est quoi votre dernier mot? Ah, mon Dieu! Il y en a plusieurs à dire. Okay. Moi, je souhaite le meilleur. Je souhaite la lumière et le meilleur à notre propre espèce, parce que je crois qu'on a besoin de beaucoup de lumière dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Je souhaite de l'harmonie, je souhaite de la paix, de l'ouverture d'esprit, et puis de vivre en harmonie avec nos propres voisins et avec toute la richesse de la faune qui nous entoure, parce qu'on n'est pas les seuls habitants sur la Terre. Il y a des milliers d'autres espèces, et puis si on continue à vivre en égoïsme, en égocentrique,
Puis en nombrilisme, comme on a trop d'exemples aujourd'hui, on s'en va droit dans le mur. Moi, je pourrais dire, à mon âge, que j'ai pas d'enfant, j'ai aucune responsabilité, que je pourrais même dire, à la limite, je m'en fous. Mais je pense à tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont des petits-enfants. Il est peut-être temps d'en prendre conscience et puis de se réveiller pour assurer l'avenir, un avenir pérenne pour nos enfants. D'accord, parfait. Alors, je rappelle que vous êtes explorateur, conférencier et défenseur des loups. Alors, M. Ayotte, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.